Salut les psychonautes! Aujourd'hui j'inaugure avec vous mon nouveau projet. La chaîne Psy est une chaîne YouTube qui est entièrement dédiée à la psychologie. Et quelle inauguration qui commence par un gros challenge pour moi. C'est la première fois que je vais interviewer quelqu'un avec autant de notoriété. Mais je sais que je sortirai grandi de cette expérience quoi qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir, cette rencontre m'amène aujourd'hui à Paris. J'avoue que c'est pas sans pression que j'arrive sur leur lieu de travail. Il faut dire qu'au départ, j'avais envoyé cette demande de rencontre sans vraiment espérer de réponse et encore moins positive. Vous avez donc déjà compris que je vais rencontrer non pas une personne, mais une équipe. Allez, je vous donne quelques indices pour deviner qui nous allons avoir la chance de rencontrer aujourd'hui. Ils sont 3 et 2 sont frères. Pas d'idée? Ils ont des millions de vues sur YouTube. Toujours pas? Ils abordent des sujets de société et de psychologie sur un ton condescendant humoristique, le tout en mangeant des bananes. Ils nous amènent à remettre en question nos certitudes, à enlever nos œillères pour mieux nous dépasser et faire évoluer nos mentalités. Bon, si vous n'avez toujours pas trouvé, c'est que vous ne les connaissez pas encore. Et vous allez donc pouvoir combler votre lacune youtubesque dans cette première partie de l'interview. Mais juste avant, je vous présente le générique. Bonjour, moi je suis Axel Latuada, je suis auteur et comédien sur la série Et tout le monde s'en fout. Mon parcours en quelques mots, j'ai fait des études de cinéma, j'ai voulu depuis toujours écrire des histoires et être réalisateur. Du coup je me suis dit ok, il va falloir que je mange et que je paye mon loyer, donc je vais choisir un métier de technicien. Ce qui m'a permis d'avoir du temps pour faire à côté mes projets perso. Et puis j'ai rencontré sur mon chemin Fabrice de Bonny. Puis un jour on s'est dit tiens, on a qu'à essayer de faire un truc ensemble parce qu'on s'ennuie. Et on l'a fait dans sa cave et puis on l'a mis sur internet et puis ça a fait... C'était tout le monde s'en fout. Moi je m'appelle Fabrice, donc je suis le réalisateur et un des auteurs de Et tout le monde s'en fout. Je raconte des histoires, c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'étais tout petit et que je fais encore aujourd'hui. Au départ moi j'ai commencé d'abord à les écrire sous forme de nouvelles et de romans. Après je suis venu assez naturellement au cinéma et j'ai été très vite fasciné de voir qu'en dramaturgie il y avait des comportements qui ressemblaient beaucoup à ceux de la psycho. De là j'ai fait une formation pour devenir coach spécialisé en neurosciences appliquées. En continuant mon métier de réalisateur, au bout d'un moment, j'ai rencontré Axel et puis Marc, et puis on a créé Tout le monde s'en fout, qui pour moi est une espèce de paradis puisqu'il regroupe en fait tous mes boulots en un seul et même sujet, et donc voilà. Alors bonjour, moi je suis Marc, à la base je suis journaliste, moi j'ai travaillé pendant 7 ans et demi au Figaro, j'étais grand reporter au service politique en charge de l'extrême droite et l'extrême gauche, et au terme de cet exercice très intéressant mais hyper éprouvant mentalement et moralement, j'ai eu envie de revenir à des trucs qui étaient mes premières passions, la vidéo web, et aujourd'hui je m'occupe donc d'écrire avec eux les épisodes, de vérifier les infos et voilà, qu'on dise pas trop de bêtises de manière générale. Est-ce que votre métier au départ était une vraie vocation pour vous? Est-ce que depuis toujours vous avez dit voilà, j'ai envie d'aller vers là, ou en tout cas dans ce domaine-là? J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire des métiers normaux et je n'y arrive pas. Et donc au final, moi personnellement, c'est clairement ce que je veux faire depuis toujours et ça n'a jamais changé. Moi à l'origine, je détestais déjà les journalistes et l'univers de la presse. C'est quelque chose dont j'ai d'abord commencé par me méfier. Tout au long de mon parcours, j'ai toujours été dans la tension entre ce que je peux faire et ce que je veux faire. Et je pense là, avec Et tout le monde s'en fout, avoir peut-être commencé une bascule à aller plus vers ce que je veux par rapport à ce que je peux. D'accord. Et quand tu dis le décalage entre ce que je veux et ce que je peux, dans ce que tu peux, c'est-à-dire tu avais l'impression de te mettre des limites? Je me suis retrouvé avec des très belles opportunités, mais des limites, et notamment une espèce de grand écart permanent entre mes valeurs, les compromis que j'étais obligé de faire pour avoir droit à la parole, pour pouvoir écrire plus ou moins ce que je voulais. Et donc ça a été c'était un exercice de jonglage absolument génial, fabuleux à faire, passionnant, mais que je ne peux pas voir comme un projet de vie. Ce que j'ai découvert très très jeune, c'est que ce que j'avais envie, c'était de créer de l'émotion chez les autres, parce que je trouvais ça fascinant. J'étais pas très bon à l'école, on attendait des choses de moi pour lesquelles je me sentais pas capable.
Et puis j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire ce que j'avais envie de faire. En tout cas, quand on a fait Tout le monde s'en fout, j'arrivais à un moment de ma vie où je me disais ok, bon, peut-être que j'y arriverai pas. J'ai essayé plein de projets, j'ai essayé d'entrer par plein de portes. Il y en a qui s'en trouveraient mais sans jamais laisser passer. Et donc c'est le moment où on a lâché prise. Qu'est-ce que tu veux dire par lâcher prise ? Quand je dis lâcher prise, c'est qu'on a arrêté de mettre des attentes et d'essayer de comprendre ce qu'on attendait de nous. Et on est vraiment parti de ce qu'on avait à l'intérieur. Et on s'est juste fait plaisir en faisant ce qu'on savait faire. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous expliquez tous les trois que vous avez essayé de rentrer dans un moule. T'as besoin de t'identifier, je pense, quand tu te lances dans un truc. En plus, dans peut-être des parcours un peu périlleux comme ceux-ci. Tu te dis ok, je vais quand même prendre une espèce de modèle, sinon je pars dans le néant et c'est vertigineux. Et donc tu vas te mettre dans des moules et tu te rends compte qu'ils te vont pas, et puis tu te dis mais en fait j'en ai un, moi, de moule, et autant que je montre celui que j'ai autour de moi, quoi. Je pense qu'il y a un truc aussi de sortir d'une forme d'absolutisme, c'est-à-dire ce sera ça ou rien, ma vie n'existera pas si je ne fais pas ça. C'est qu'à un moment donné, Un peu le Graal. on s'est juste dit si ça le fait, c'est ok, c'est génial. Si ça le fait pas, c'est ok aussi parce qu'on s'est amusé. Probablement, ça se sent, et qu'il y a aussi une pression qu'on se mettait à nous-mêmes qui s'est relâchée. Il y a une image, je sais pas si tu la connais, qu'on voit parfois dans certains, même sur Facebook, des choses comme ça, où il y a quelqu'un qui cherche de l'or, il creuse un tunnel et puis il s'arrête et on voit qu'il y a le... Voilà. Et ça me fait vraiment penser à cette image-là, c'est-à-dire toi, c'est vraiment le message de dire, voilà. Parfois, il faut pas lâcher. Ah non, vraiment, faut pas lâcher. Le juste milieu est difficile à trouver entre le lâcher prise et l'abandon. Moi, ce que j'ai appris dans mes cours, c'est que dans lâcher prise, il y a deux mots. Il y a lâcher et puis il y a prise. Tout à fait. Et que donc, on peut pas prendre quelque chose si on lâche pas. Et pour lâcher quelque chose, il faut savoir ce qu'on prend. On a lâché l'orgueil et on s'est dit, vas-y, on a une cave, on a une caméra. Et on a filmé là parce que c'était le seul endroit qui faisait pas chier mes colocataires. On s'est dit, qu'est-ce qu'un mec foutrait dans cette cave ? Fabrice m'a dit, viens, on dit que c'est pas toi, Axel, mais on crée un personnage parce que c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qui va nous faire plaisir. Ça me fait vraiment penser justement à un principe de thérapie brève qui est le fait de se dire sur quoi je peux agir. Exactement. Et sur quoi je ne peux pas agir, je dois l'accepter. Exactement. Et ce sur quoi je peux agir, j'agis. Et c'est ce que vous avez fait dans cette cave. On a vu ce qu'on avait et pas ce qui nous manquait. Tout à fait. Et justement par rapport entre l'idée de cette première vidéo qui vous est venue donc, et la réalisation, combien de temps ? 48 heures. Réponse ok. Ah oui, d'accord. On s'est dit ok, vas-y, parlons de féminisme, des droits des femmes. Et c'était une évidence pour vous ce sujet-là ? Comme ça. Mais parce que comme on était un peu feignants, on n'avait pas envie de partir sur un truc qui allait nous causer des problèmes et nous faire faire des heures et des jours de recherche. Partons encore une fois sur ce qu'on a. Ce qui avait été, je pense, intéressant à cet épisode-là, c'était aussi de pouvoir traiter ce sujet en tant qu'homme et de parler à d'autres hommes. Mais bon, en tout cas, il y avait un premier sujet sur le rapport à l'altérité qui est tellement énorme. On pouvait peut-être pas en faire d'autres en fait pour commencer. C'est une évidence en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a déduites, comme disait Axel. Donc d'abord on avait une cave et donc on s'est dit c'est qui ce mec qui vit dans cette cave, donc c'est quoi sa situation sociale, donc comment est-ce qu'il vit là, donc c'est quoi son caractère, donc c'est ceci, cela. La condescendance c'est une inspiration directe qui vient de ma mère en fait. Donc avec cette idée là, pour faire réagir les gens, ce qu'on veut nous c'est toucher les gens émotionnellement. Qu'est-ce qui fait réagir les gens, c'est les mécanismes de l'ombre, c'est-à-dire tout ce que les gens s'interdisent de faire. Donc on s'est dit ok, on va le faire manger à l'écran, parler la bouche pleine, on va le faire parler de façon condescendante, on va lui faire dire des choses en très très gros plan. Et encore une fois, et tout le monde s'en fout, c'est l'histoire d'un youtubeur. À travers toute la série, il y a une évolution du personnage qu'on a prévu depuis le début. Il y a une histoire avec un début et une fin. Donc ce personnage qu'on a placé là depuis le départ, il est en total décalage en fait, comme dirait mon frère, en dissonance cognitive, puisqu'il est en train de dire à tout le monde de bouger son cul et qu'il faut sauver le monde. Il donne pas vraiment une image. Voilà. Il explique aux gens qu'il faut être bienveillant, mais il leur crie dessus. Donc il a quelque chose à apprendre, voilà, et c'est ce décalage entre le fond et la forme qui va créer à la fois le comique et à la fois aussi toute la marge d'évolution du personnage qui va faire qu'il a quelque chose à apprendre. Un peu le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Exactement, voilà. Et ça apporte aussi, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la série. Il y a ce que disent les épisodes tout seuls, ce que disent les épisodes avec celui d'avant, celui d'après. Les saisons elles-mêmes disent quelque chose, et après, cet arc narratif du personnage livre encore un autre degré de lecture. Celui-ci qui, on essaye en tout cas, invite
le spectateur à s'interroger sur sa propre condition, soit de fan, soit de hater. On a tous été à un moment donné à sa place à écrire furieusement jusqu'à 2h du matin parce que quelqu'un avait tort sur Facebook. Oh oui. Dans notre communauté, et on vous aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont très 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 fans, mais vraiment très très fans, au point que à plusieurs moments on essaye de les faire s'interroger là-dessus, parce que c'est pas sain en fait, Oui. parce que c'est les mêmes C'est ça, la mécanismes. fanattitude, vraiment Voilà. le piédestal. C'est l'ombre noire et l'ombre blanche. On essaie de les faire s'interroger sur qu'est-ce qui se passe dans leur tête. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit d'eux-mêmes, en fait, leur surréaction par rapport à ce qu'ils voient, par rapport au personnage, à ses attitudes et compagnie. Dès le début, en faisant une fiction, on casse une sorte de mensonge marketing qui existe beaucoup sur YouTube, qui est l'illusion en fait de la proximité, de la sincérité, de je suis ton pote et je te raconte ma vie. En vrai, tous les youtubeurs professionnels qui vivent de ça scriptent tout ce qu'ils écrivent. Et ils font semblant de livrer une vraie personne. Et à un moment donné, donc, on entretient le public dans un espèce de jeu un petit peu illusoire et faux. Évidemment, le comportement, les réflexions doivent susciter chez vous des réactions et vous faire réfléchir. Et on espère à la fin voilà, que le produit complet permet aussi une réflexion critique Oui, constructive. il y a différents niveaux de réflexion C'est que ça. vous amenez un petit peu, genre, ça me fait un peu penser comme dans Inception avec les rêves, Complètement. vous voyez Et la c'est petite des boîte, poupées la russes, grosse- voilà, tout à fait. Nos buts, en fait, c'est de faire passer les gens de la mentalisation des choses, de l'information à l'action. C'est un moyen pour nous de leur dire, ok, arrêtez de vivre les choses par procuration, arrêtez de regarder des gens faire des choses et faites des choses. Ce qu'on aimerait Oui, véhiculer, c'est génial, ça. mais après, bon, C'est déjà génial de prendre, d'avoir connaissance des choses, mais ce qu'on aimerait, c'est faire passer de la connaissance à la conscience, en fait. C'est un peu ça l'idée. il y a entendre et puis intégrer souvent. Exactement. C'est pas le même niveau de conscience. quoi. Et pourquoi travailler les émotions, pourquoi bouffer ou parler mal aux gens? C'est parce que pour passer du mental au geste, à l'action, on passe par le corps. L'émotion, c'est ce qui fait digérer le mental, en fait, pour passer à l'acte. Dans mon métier de journaliste, c'est quelque chose qui est complètement tabou. Cette notion-là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout assumé. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai aussi voulu évoluer vers autre chose. Parce que je trouve que c'est un grand mensonge. En fait, les médias manipulent en permanence les émotions. C'est simplement qu'ils ne l'assument pas. Et en fait, ça n'est pas mal. Ça fait partie des codes de communication de l'être humain fondamentaux. Et il faut savoir le prendre en compte, quoi. On essaye nous-mêmes de passer de la parole à l'action. Le fait de passer à l'action, c'est faire passer l'information du cerveau limbique au cerveau reptilien, hein, tout simplement. Et pour ça, en fait, on a deux moyens. C'est la peur et le plaisir. D'ailleurs, dans Et tout le monde s'en fout, on joue énormément avec la peur, tout le temps dans les sujets même, genre la vie, l'extinction de masse, toutes les conséquences qui vont arriver. Et on joue beaucoup avec le plaisir aussi, qui est notamment dans le comique, dans le fait que c'est drôle, que c'est généreux, que le décor est très généreux, il y a de la lumière et des machins, etc. Voilà. On sait bien aussi que quand on apprend une information dans un contexte émotionnel très fort, l'information elle est gravée, hein. Voilà, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la dissonance cognitive, en fait. Donc sur l'écart, voilà, entre ce que les gens savent et ce qu'ils font. Et en fait, si vous regardez tous nos C'est pas sujets, confortable. et c'est pas confortable. Il y a une part, en tout cas, des choses qui sont devant nous, qui sont là de toute façon. Donc, soit on est dans une forme de déni, et là, ça crée de la souffrance, ça crée une forme de mal-être. Soit on prend en compte l'existant et on regarde comment on peut agir dessus pour le conformer à notre vision du bonheur, du bien-être et du plaisir. Et même si on n'y arrive pas, au moins, le temps qu'on vit et qu'on essaye d'agir, on y a cru et on a été bien. Le temps du déni, en fait, pour moi, c'est un moment de blocage et de souffrance permanent. En fait, c'est plus comme si on se coupait d'une part. Parce que le déni, ça implique aussi qu'au fond de nous, au fond de caché dans l'inconscient, on sait. Et on veut pas s'avouer. Certains disent, ça fabrique des maladies, des cancers, des choses comme ça, qui peuvent aller La très très loin. Quoi. psychosomatique, hein. Bien sûr. À force de voir des choses, de me renseigner, d'accumuler des infos, le danger, c'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance. Et en ce moment, je suis en plein dedans. C'est pour ça, je parlais de souffrance, tout ça. Je vois quel est le revers. Je vois quel est le revers de ça, en fait. Je suis hyper content d'avoir enlevé mes œillères et de continuer de les enlever, et de voir que j'en ai encore d'autres, etc., etc. Le seul petit risque, parce que je le dis parce que je suis en plein dedans, c'est le sentiment d'impuissance. Mais après, c'est parce que je vois ce qui manque et parce que je peux faire, etc., le revers etc. de la médaille que tu constates. C'est drôle ce que tu dis,
parce que moi je suis à un moment de ma vie où j'ai l'impression de reprendre prise sur la capacité Comme quoi d'action. chacun vit les choses à timing Probablement, différent. parce que ce que Axel vit là, moi en étant journaliste, mon métier a été beaucoup de faire l'entonnoir et le filtre sur tous les trucs trop horribles pour que le reste des gens en prennent connaissance. Le sentiment d'impuissance, il était cyclopéen quand j'étais journaliste. J'avais l'impression en permanence d'être devant des cascades de haine, de colère, de ressentiment. Et là aujourd'hui, purée, à chaque vidéo qu'on fait, on a 250 000 personnes en 2 jours qui regardent, et on a 95% qui aiment et partagent et compagnie. Je travaillais au Figaro, on avait 9 millions de visiteurs uniques par jour, c'est énorme. Jamais j'ai eu le 10e de retour positif que j'ai pu avoir avec cette série-là. Voilà, je clôture le premier chapitre de cette rencontre. J'ai la sensation d'avoir levé un poids du voile de la jeunesse de Et tout le monde s'en fout, et d'appréhender maintenant de façon plus approfondie les fondements et le dessin de la série. Je me réjouis de partager avec vous la deuxième partie de notre rencontre dans laquelle vous pourrez découvrir davantage personnellement Alex, Marc et Fabrice. Pour vous abonner à la chaîne, cliquez au centre. Pour visionner les clips de Thierry Vingres, compositeur des extraits musicaux, cliquez sur la vignette à gauche.